Bonjour les experts, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Isabelle Job-Bazille, vous êtes directrice des études économiques de Crédit Agricole SA. Merci. Bonjour Ludovic. Bonjour Isabelle. À côté de vous, Anthony Morlet-Lavilladi, économiste chez Rexecode. Merci Anthony d'être avec nous. Et puis Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour Jean-Hervé, merci d'être avec nous, fondateur du Cercle des économistes, président des Rencontres d'Aix et auteur merveilleux. Je vous conseillerai tous ces bouquins si vous voulez à la fin de l'émission. Vendu essentiellement en pharmacie. En ce moment. En fait. Alors on va parler un peu euro. Hier, la Fed a baissé ses taux directeurs de 25 points de base. La BCE, aujourd'hui, doit prendre la parole. Et franchement, on n'attend pas grand-chose. Mais on sent quand même une grogne montée chez les patrons, dans les entreprises, en disant, ben là, le prix de l'euro, ça commence à devenir un petit peu un boulet. Alors déjà, est-ce que le statu quo qui se dessine à la BCE, pour vous, est justifié ou commence à devenir un point mort? Allez, je regarde Anthony. Anthony. Alors, il est vrai qu'on a eu un euro qui s'est quand même apprécié très rapidement face au dollar. C'est plutôt la brutalité du mouvement qui a été en jeu. Très rapide. Hein. Très rapide. Mais on n'est pas du tout non plus sur des niveaux qu'on connaissait juste avant, par exemple, la grande crise financière, où on était plutôt avec un euro qui allait chercher les 1,60 $. Donc, ça reste des niveaux quand même, j'allais dire, soutenables à ce stade. En revanche, ce qui est plus inquiétant, c'est la pression de l'euro face à la monnaie chinoise. Pourquoi ? Parce qu'on a un déficit commercial désormais face à la Chine qui est juste abyssal. Quelques chiffres très rapides. Avant l'entrée de la Chine dans l'OMC, on n'avait pas de déficit commercial quand on prend l'Europe dans son ensemble vis-à-vis de la Chine. Au moment où la Chine rentre, on est monté à autour de 110 milliards de points d'équilibre. C'est ce qui a prévalu entre 2010 et 2019. Aujourd'hui, on dépasse les 300 milliards de déficit commercial. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement complètement effrayant. Quand on prend juste la France, c'est 50 milliards de déficit commercial en biens vis-à-vis de la Chine. C'est 60% de notre déficit commercial. Donc on a vraiment un sujet numéro 1, enfin d'ordre 1 avec la Chine. Et effectivement, comme le yuan est piloté par la Banque populaire de Chine. Tout à fait, ça pose quand même un gros sujet de se dire est-ce qu'on est dans un monde de demain où les banques centrales doivent être parfaitement indépendantes, ou quand on joue avec des acteurs qui ne le sont pas, il faut opter pour des stratégies autres, parce que ça commence vraiment à poser problème. Le fait d'avoir un pilotage aussi fin et dangereux, j'allais dire, au fond, commercialement parlant, pour la zone euro, notamment vis-à-vis de la Chine. Isabelle, qu'est-ce qui a alimenté, on va dire, l'appréciation de la monnaie européenne? Si on regarde un peu les facteurs pour que chacun comprenne et que nos auditeurs, nos téléspectateurs comprennent. Quels sont les ressorts de cette progression? Alors, si on regarde, moi je regardais surtout l'euro-dollar, mais c'est vrai que ça s'est apprécié contre l'ensemble des monnaies. Mais si on regarde sur l'euro-dollar, et la question à se poser, est-ce que c'est le renforcement de l'euro ou est-ce que c'est la baisse du dollar? Et j'aurais tendance à dire qu'on a plutôt un certain mouvement de défiance vis-à-vis des actifs dollars, compte tenu de la politique un peu erratique de Trump. On a bien évidemment le shutdown qui aujourd'hui, et puis on voit quand même les chiffres de l'emploi, on a une dégradation assez rapide sur le marché de l'emploi que ne reflète pas d'ailleurs toujours le taux de chômage. Tout ça instille une certaine défiance vis-à-vis des actifs américains, alors que les actifs américains, faut bien savoir que c'est quand même ce qui est au cœur du système financier international, puisque les États-Unis, ils produisent, ils fournissent la monnaie de réserve internationale, le dollar, et puis les actifs de réserve, les actifs refuges, que sont les bons du Trésor américains. Et aujourd'hui, on l'a vu notamment au moment du Liberation Day, le moment où on a eu ce beau panneau avec l'ensemble, les droits de douane. On a eu un vrai mouvement de défiance vis-à-vis des actifs dollars. Généralement, quand il y a de l'incertitude, le dollar monte, les taux baissent, parce qu'on va vers ces actifs en dollars, et là on a eu exactement l'inverse. Et en fait, cette confiance, elle n'est pas revenue totalement dans l'environnement incertain que l'on connaît. Après, je rejoindrai ce qu'a dit Anthony, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des niveaux, notamment sur l'euro-dollar, qui sont des niveaux prohibitifs en termes de compétitivité. On n'est même pas à la valeur d'équilibre. D'après mes souvenirs, une valeur d'équilibre sur l'euro-dollar, c'est entre 1,20 et 1,25. Donc on n'en est pas encore là. Maintenant, c'est bien évidemment la brutalité effectivement du mouvement qui probablement inquiète. Et puis de se dire, est-ce que c'est pas encore, est-ce qu'on n'en a pas encore dans les tuyaux en termes d'appréciation de l'euro, ce d'autant que ce qui aujourd'hui drive, selon moi, ce qui drive
cette appréciation de l'euro. C'est là, pour le coup, c'est le différentiel anticipé en termes d'évolution de différentiel, voilà, des taux d'intérêt. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous regardez, les taux d'intérêt sont plus élevés aux États-Unis qu'ils ne sont en zone euro. Donc, ça devrait être un facteur d'attractivité pour les capitaux qui viennent s'investir là où c'est le plus rentable. Mais si les investisseurs, ils se projettent dans le futur et ils ne voient plus rien du côté de la Banque centrale européenne, on pense qu'elle va rester durablement dans un statu quo, voire même certains commencent à envisager des hausses de taux à horizon fin 2026, voire 2027, alors même qu'aux États-Unis, on est plutôt dans une phase un peu de détente, même si Jérôme Powell a quand même s'est montré... Détente un peu surveillée, parce que quand même, hier, la prise de parole de la Fed, c'était de dire... Exactement, mais il n'est qu'aux manettes jusqu'en mai 2026, et après, il y aura un nouveau président au niveau de la Fed. Beaucoup plus détendu. Voilà, probablement beaucoup plus détendu, comme vous le dites si bien. Et donc, les marchés s'attendent à ce qu'il y ait des hausses, et des hausses peut-être plus importantes de taux d'intérêt, si bien que ce différentiel aurait tendance à se réduire. Et donc, c'est favorable plutôt à l'Europe aujourd'hui. Jean-Hervé Lorenzi, parce que finalement, il y a, on va dire, les mécanismes de devises et tout ça, mais il y a quelque chose, finalement, il y a peut-être des bonnes nouvelles là-dedans, parce que finalement, je vais le traduire dans des mots assez basiques, on a le sentiment que l'euro a joué un peu le rôle de monnaie refuge dans cette séquence-là. Est-ce que c'est pas un statut intéressant, finalement? Non, mais j'ai un léger désaccord avec les deux camarades sur la vision, au fond, assez erratique. Ce serait une perte de confiance. Non, je pense que c'est... même si l'expression de Trump est totalement erratique et totalement, j'allais dire, variable, dans les faits, la logique, elle a très bien été exprimée, c'est par tous les moyens. Alors ça a pris la forme de droits de douane, ça prend la forme d'une baisse du dollar, ça toujours dans la même logique, consiste à rendre le dispositif de la système productif américain plus attractif et plus favorable. Donc, sur le fond, je crois que on rentre dans une période qui est une période plutôt structurellement, non pas de long terme, ce serait très prétentieux de dire ça, mais disons bien accrochée, avec une vision qui est une vision d'une politique qui est très volontaire. Alors, permettez-moi de dire que ce que fait la BCE là-dedans dans cette affaire est en réalité très attaqué maintenant par de très bons économistes. J'adore cette expression. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas... On vit avec cette espèce de terreur d'inflation. Enfin, tout ça est totalement hors de propos. La réalité, c'est qu'on a une croissance très faible en Europe, que la Banque centrale européenne n'est pas sérieuse sur ce sujet-là, et donc on est en réalité dans un univers où d'un côté, il y a une espèce de parole libérée qui sort des choses, son inverse, etc. Mais en réalité, qui, de mon point de vue, depuis le début, je le pense, il l'exprime, est très structurellement... Très piloté. Très piloté, enfin, très piloté, et avec une manière de procéder qui est absolument hallucinante. Et en face, on a les enfants de Marie, qui sont sous ça, enfantins, qui ne bougent pas en disant « Oh, il y a une inflation terrible ». Alors pour nous, en France, c'est particulièrement ridicule, puisqu'on a une inflation qui est de... je parle sur 1,2, et on est là en train de se dire. Et dernier aspect que mes camarades qui sont très jeunes ne peuvent pas avoir même dans leurs souvenirs les plus anciens, mais non, toujours avoir ça en tête. Lorsque Carter cède la place à Reagan, l'inflation aux États-Unis est de 15%. Le monde a vécu avec des taux d'inflation qui étaient très largement supérieurs à 10%, et notamment dans notre pays. On a connu des inflations, et l'idée qu'on est là, on est à 2,1. Mais on n'avait pas l'euro. Voilà. Oui, mais on est à 2,1, c'est dramatique, que va-t-il se passer, etc., me paraît un problème de second ordre par rapport à la réalité. C'est le ralentissement de la croissance, qu'Isabelle d'ailleurs a souligné pour les États-Unis. Là aussi, tout est un tout petit peu plus compliqué que ce qu'il racontait. Et donc, je crois plutôt à une transformation structurelle très profonde pour alors, je serais très prétentieux de dire les 6 mois, 1 an ou 2 ans, mais c'est pas un truc purement conjoncturel. Et je suis d'accord avec Anthony, les mouvements sont à la fois brutaux et pour le moment mesurés.
C'est clair. Isabelle a rappelé que le taux vraisemblablement d'équilibre doit être de 1,20, mais la réalité, c'est que ça n'est que le début d'une mécanique qui est infernale et dans laquelle nous sommes complètement perdus. Et trop sages, peut-être. Et je préfère ne pas regarder ce soir les déclarations de la Banque Centrale Européenne, parce que j'ai l'impression de me retrouver en classe de 6e. Après, j'aimerais quand même rappeler que les États-Unis dégagent un très fort déficit courant. Et donc, ils sont obligés d'attirer l'épargne étrangère pour se financer. En fait, il y a un déficit chronique d'épargne aux États-Unis. Le remède de Trump avec les droits de douane me semble ne pas être le bon remède. Le seul remède qui permettrait de rééquilibrer la balance commerciale ou la balance courante aux États-Unis, c'est de réduire le déficit budgétaire. On ne prend pas du tout le chemin aux États-Unis. Et qu'à l'inverse, l'Europe est excédentaire. Alors on peut débattre sur le fait est excédentaire, pourquoi ? Oui, on dit que c'est parce qu'il y a une faiblesse de la demande en Europe, mais et donc c'est la question du recyclage de l'épargne européenne vis-à-vis des États-Unis. Aujourd'hui, on aimerait bien qu'on garde plutôt l'épargne chez nous. Et puis le deuxième élément, c'est qu'il ne faut pas ramener la compétitivité qu'à une compétitivité coût ou une compétitivité prix. L'Allemagne a très bien vécu avec des taux de change qui n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, mais avec des taux de change beaucoup plus élevés, puisque, alors même si la situation est en train de changer, mais ils avaient un système productif qui jouait surtout sur la concurrence par la qualité et donc qui est moins dépendante, qui est moins dépendante des parités relatives au niveau des monnaies. Isabelle, juste deux remarques. D'abord, allez-y, remarquez. Tout ce qu'elle dit, mais deux remarques. La première, c'est que l'affaire des droits de douane, le discours dans tous les sens, etc., de mon avis, avait pour objectif de déstabiliser tout le monde, y compris le taux de change. Je pense que le taux de change, en réalité, demeure... Pour le coup, c'est réussi. Et pour le coup, c'est réussi. Non, pour le coup, c'est réussi. Et deuxième sujet, tu évoquais à juste titre une Allemagne très concentrée, avec une épargne qui finançait son économie. C'est fini, tout simplement parce que les Européens n'ont pas en réalité d'appétence particulière. Ça va nous ramener au deuxième sujet, mais on est des pays de vieux qui, en réalité, sont pas très... N'allez pas plus vite que la musique, Jean-Hervé. Joyeux. Oui, mais tous les investissements on a ce plan allemand. Alors, on sait bien évidemment, il y a des questions de mise en œuvre de ce plan allemand, mais quand même qui est annoncé sur une dizaine d'années à autour de 1 000 milliards de dollars. Donc, ça veut dire beaucoup plus d'investissements. Et donc, ça va justement, il y avait un déséquilibre épargne-investissement en Allemagne en faveur de l'épargne au détriment de l'investissement. L'Allemagne n'investissait pas assez. Si elle investit plus, cet écart il va se réduire et on espère que effectivement parce que l'épargne domestique va financer les investissements allemands. Donc il y aura moins de capitaux européens disponibles parce que le principal excédent commercial en Europe, c'est l'excédent allemand. Et bien normalement, il devrait être réfléchir, l'épargne devrait être réorientée vers le financement des investissements allemands et donc il y aura moins de capitaux européens disponibles pour aller financer les États-Unis. Anthony, je voudrais que Jean-Hervé parlait de la BCE, dont le principal mandat, on va dire, est de surveiller les 2%, avec ce sentiment, je vais le traduire avec mes mots, mais la BCE, elle naît sur le compteur, elle ne voit pas le rond-point arriver, quoi. Est-ce que la BCE elle n'est plus de son époque ? Alors c'est dur à dire, mais disons qu'on a quand même beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi elle est aussi restrictive. Pour le dire très clairement, elle pourrait être beaucoup plus accommodante. Il n'y a pas de risque d'inflation en Europe, voire même on va importer de la désinflation, voire de la déflation, notamment en provenance de Chine, qui baisse beaucoup les prix, donc ça crée plutôt des pressions déflationnistes chez nous. Donc il est vrai qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Et dans un monde où on a deux grandes puissances mondiales... oui, parce qu'on a comme Jean-Hervé, vous écoutez plus les discours de la BCE, c'est terminé. Alors si on les écoute toujours et on les suit, mais on a deux grandes puissances que sont les États-Unis et la Chine qui veulent aller à toute allure, se développer, investir massivement. Et nous, on se pose la question de est-ce qu'il n'y a pas un risque de monter légèrement au-dessus de 2%. Je pense que c'est quand même assez largement à côté du sujet. On devrait être beaucoup plus allant sur la dynamique économique que l'on souhaite avoir en Europe. Et pour revenir sur ce que disait Isabelle, il est vrai qu'on a un manque de demande, j'allais dire quand même
prégnant en Europe, qui vient notamment des pays du Nord qui sous-consomment. Et la très bonne nouvelle, me semble-t-il, en provenance d'Allemagne, c'est pas tant son plan d'investissement, puisque alors elle a un déficit d'investissement public, c'est vrai, mais pas tellement d'investissement privé, qui est même son appareil aujourd'hui est surdimensionné par rapport à la demande qui lui est adressée. Mais en revanche, il va y avoir une hausse de 14% du SMIC sur 2 ans en Allemagne. Et ça, c'est nécessaire. Autant nous, en France, on a presque une tendance à surconsommer, autant les Allemands ont un sujet massif d'absence de consommation, ou en tout cas de manque de dynamisme de la consommation intérieure. Ça, c'est des très bonnes nouvelles. Et il faudrait que ça se généralise. On a besoin de plus de détente monétaire, oui, mais aussi plus de budget en Europe. Et ça peut pas venir de la France, où, budgétairement parlant, on est hors jeu. En revanche, les pays d'Europe du Nord, je pense pas que l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, enfin, on a énormément de pays qui sont excédentaires, ont les moyens d'être beaucoup plus dynamiques. Et c'est un peu l'histoire du rapport Draghi, c'est de consolider une demande agrégée. Toujours le moment du rapport il y a un effet de Draghi qui traction. arrive. Oui, on pourrait avoir un effet de traction en provenance de ces pays. Moi, je vous trouve quand même très dur avec la Banque Centrale Européenne. Parce que si on regarde. Allez, Isabelle, dans le rôle d'avocate de la Banque Centrale. Non, mais c'est pas parce que, elle se fait souvent taper dessus dès que ça va mal. Enfin voilà, on cherche des boucs émissaires. Et en l'occurrence, la banque, d'abord, elle a baissé déjà fortement ses taux. Elle est plutôt au taux qu'on appelle un taux neutre. Si on regarde les taux réels en Allemagne, ils sont quasiment à 0. Alors nous, on est dans une configuration un petit peu différente parce qu'on a une prime de risque élevée. C'est-à-dire que le taux par rapport à l'Allemagne, l'écart a eu tendance à grandir du fait de notre manque de discipline budgétaire. Donc on a des taux réels positifs, mais sinon globalement, les taux réels, compte tenu d'une croissance qui est en phase, là on espère un petit peu d'accélération. Enfin voilà, on a des taux réels qui restent compatibles avec la situation macroéconomique. J'ai bien aimé la formule d'Anthony, puisque Anthony étant très prudent, ne le dit pas avec la même DT. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils sont complètement à côté de la plaque. On est rentré dans un monde qui n'a rien à voir. On est en train de réfléchir au sujet exactement comme si Trump n'était pas en train de se balader en Asie du Sud-Est, modifier les droits de douane, qu'il y avait des bagarres sur les terres rares, on est complètement hors du sujet. Oui, mais c'est pas la Banque Centrale Européenne qui résout ça. Oui. La Banque Centrale, elle joue. Oui, mais elle est une expression de la posture européenne. Oui, je suis d'accord que peut-être la manière dont elle présente le débat est un débat très ancien. En même temps, elle n'a pas non plus à s'approprier des sujets. Elle n'a qu'un seul mandat. Oui, son mandat. Elle a un mandat. Elle communique par rapport à son mandat, qui est un mandat d'ancrage nominal. Alors, on peut lui reprocher, mais changeons de mandat. Demandons-lui autre chose. Mais on ne peut pas l'incriminer alors même qu'elle suit scrupuleusement son mandat d'ancrage nominal. Sa cible d'inflation est à 2%. On va laisser la malheureuse Banque Centrale Européenne Christine Lagarde être rentrée et on va parler du maire général des institutions financières qui gouvernent cet ensemble de pays. Quand on discute avec tel ou tel banquier central ou tel, on a l'impression que les gens sont à l'heure d'une révolution dans le monde. On est quand même dans un bouleversement dans le monde. Et on a l'impression qu'on est exactement en Suisse en 38, quoi. C'est à peu près, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Bien sûr que si, il se passe des choses absolument géantes. J'ai adoré qu'on parle du rapport Draghi, mais on en a parlé. Et on en parle. Et on continuera à en parler, mais il n'y a pas l'once d'un début de démarrage de quoi que ce soit. Donc, je mets un paquet sur, l'ensemble des institutions. Le discours européen des institutions. Mais je pense qu'à ce moment-là, c'est de réfléchir aux institutions et à la gouvernance qui nous permettrait d'accélérer, notamment sur le plan Draghi. Mais à ce stade, je ne pense qu'on ne peut pas demander à la BCE de faire autre chose que ce qu'on lui demande. Donc aujourd'hui, on lui demande, c'est son ancrage nominal. Elle a une inflation qui est quasiment assez cible. Elle a donc des taux qui sont à la neutralité. Si on veut autre chose, il faut mettre dans le paquet de missions de la Banque Centrale Européenne et de priorités en termes de missions autre chose, typiquement la croissance. Isabelle, je vais reprendre le chiffre d'Anthony tout à l'heure, 300 milliards de déficit pour l'Europe avec la Chine. Il n'y a pas besoin d'être un prix Nobel d'économie pour se dire que c'est
déflationniste, que ça va baisser les coûts. Donc, on peut imaginer qu'on puisse réfléchir à 3 mois, 6 mois ou 1 an. Rien n'interdit d'être intelligent dans l'existence. Je reviens juste sur l'euro-fort, une donnée juste pour comprendre, parce que certes, aujourd'hui, l'euro n'a pas encore atteint sa valeur nominale, mais le mouvement est très rapide, très brusque. Un chiffre, c'est qu'aujourd'hui, un produit européen entre l'euro-fort et les droits de douane aux États-Unis, par défaut, son prix a progressé de 28%. C'est quand même un handicap majeur pour notre industrie. Enfin, on est coincé là. Quand on regarde en fait les prix d'exportation, parce qu'effectivement il n'y a pas que l'euro, il y a aussi nos coûts de production interne, il y a un sujet d'ordre 1, c'est que nos prix en zone euro par rapport à 2019 ont progressé à l'export d'environ 35%. Aux États-Unis on est plutôt de l'ordre de 25%, et la Chine on est quasiment revenu au niveau de 2019. Quand vous prenez 35 points de perte de compétitivité coût, ça vous assomme. Donc, et ça, c'est pas que l'euro. Oui. C'est malheureusement aussi la structure des coûts, parce qu'on a pris un choc énergétique beaucoup plus fort en Europe qu'ailleurs dans le monde, qu'on a eu aussi une vague inflationniste. Enfin, on s'est pris l'ensemble des chocs. Et pour ça, il faut peut-être inventer de nouvelles armes nous permettant de lutter davantage à armes égales. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comme disait Jean-Pierre, le monde a changé et on ne voit pas bien, si on utilise les canaux traditionnels, comment on peut parvenir à redresser la compétitivité européenne. Enfin, là, on est parti dans un tuyau qui me semble pas être le bon et on n'en est qu'au début. Enfin, on parlait de l'Allemagne, on a perdu quasiment 500 000 emplois dans l'industrie manufacturière en Allemagne depuis 2019. C'est vraiment que le début. C'est-à-dire qu'il y a une épure qui est en train de se faire, malheureusement, dans l'industrie européenne qui va se poursuivre et je pense qu'on va se réveiller un peu tardivement et c'est pas quand le tissu productif s'est délité qu'il faut essayer de réindustrialiser comme on aime le dire en France. Il faut aussi sauver l'existence et dès maintenant qu'il faut se réveiller. Ouais, alors après moi sur la politique industrielle en Europe on a c'est plus à mon tabou, ce qui est très bien. C'est très bien que ça soit plus puisque là c'est effectivement concourir à armes égales puisque l'ensemble des pays que ce soit la Chine et les États-Unis utilisent l'arme de la politique industrielle au travers du subventionnement, etc. Sauf que quand on pense notre production, notre politique industrielle, on a de l'argent au niveau de la Commission pour aller subventionner, pour soutenir cette politique industrielle, mais elle se fait sur une base nationale. Et donc, ce qui nous manque en Europe, c'est le passage à l'échelle. Si on veut être demain... européenne. Oui, on est dans la fragmentation. Et la première chose que nous dit aussi dans le rapport Draghi, c'est regardons-nous. C'est-à-dire que quand vous êtes une entreprise américaine, lorsque vous lancez un produit sur le marché, vous pouvez accéder à 350 millions de consommateurs. Donc effectivement, vous profitez d'effets d'échelle, de synergie, etc. Nous, lorsque vous êtes une entreprise... Une vingtaine de normes, nous. Voilà. Et nous quand une entreprise décide de lancer un produit en Europe, eh bien, elle fait face à des normes différentes, des réglementations différentes, une fiscalité différente, si bien qu'on fragmente le marché et qu'on n'arrive pas à créer ces effets de synergie et de faire émerger un peu des champions qui seraient en capacité de concourir avec les géants américains ou chinois. Donc il y a vraiment la question c'est déjà nous regarder et d'essayer d'abaisser nos barrières à l'intérieur de ce marché unique pour profiter on est un des plus grands marchés en termes de consommateurs ayant un pouvoir d'achat relativement élevé comparativement. Donc ces effets de synergie et puis effectivement repenser notre politique industrielle, ce que font les PIEC notamment. Donc, il y en a quelques projets au niveau européen où ce sont plusieurs États qui se mettent ensemble pour pouvoir investir. Il faut continuer à soutenir cette démarche pour arriver à créer les champions de demain, de mettre en synergie. Et ça fait partie, d'un des éléments de compétitivité. Je rebondis, la question ouverte à vous trois là, sur ce que disait Anthony, c'est-à-dire qu'on a quand même le sentiment qu'aujourd'hui l'Europe n'est pas dotée du bon logiciel dans la période dans laquelle on est. En fait, on est un peu au Minitel alors que on a la période de l'intelligence artificielle, je provoque, mais il y a un peu de ce ressort-là, finalement. On est pris à notre piège, là. On a le sentiment que l'Europe, c'est le steak entre les deux buns, là, la Chine et les États-Unis. C'est vrai, mais juste pour rebondir sur ce que dit Isabelle, en théorie, c'est vrai qu'il faudrait avoir une politique budgétaire européenne. En tout cas, faire en sorte de mutualiser les budgets. Et industrielle, bien sûr. Mais soutenue probablement par la politique. On ne parle même pas des marchés de capitaux. Oui, mais ça c'est en théorie. En pratique, quand on voit ce qu'on a fait avec le plan Next Gen EU, on a transféré beaucoup de fonds aux Italiens pour qu'ils nous mettent en place un super bonus hyper inefficace qui a coûté une fortune. Donc... Le problème, c'est qu'on ne sait pas faire le fine-tuning de cette politique-là. Donc, ça marche bien sur le papier. La réalité, c'est qu'on dépense derrière mal l'argent et puis que ça finit par énerver les pays du Nord. Parce qu'en plus, après, on fait des papiers en disant que la croissance italienne elle est super forte. Deux remarques, mais pour dire...
par politesse, courtoisie d'abord, je suis entièrement d'accord. Et deuxième sujet, Mais... je ne suis pas du tout d'accord. Je vais dire, le sujet évidemment du marché, c'est d'arriver à trouver des modalités, de ce que tu as appelé le fine-tuning, des modalités qui sont... qu'on ne fait pas le truc à 27, 28 ou... Mais oui, truc, non, mais bien sûr, on ne fera pas. Ouais. Que les Slovènes, ils connaissent rien en spatial, à ma connaissance, à moins qu'ils se soient développés depuis hier soir, et que il faut partout trouver non pas une espèce de truc de mélasse où chacun veut retrouver des petits exactement ce qu'il a dépensé. Et le deuxième point, mais qu'il faut trouver des accords entre les pays. Alors c'est le cas, je sais pas, par exemple Eutelsat, il faut se démerder pour que Eutelsat on y arrive parce que c'est le substitut, mais ça se fera 3-4 pays, pas plus, sur même chose pour la défense. Et deuxième sujet, deuxièmement, il n'y a pas beaucoup d'argent. Je suis désolé, mais la Commission européenne, non. Quand on regarde par rapport au rapport Draghi, il nous faut 800 milliards. Oui. 800 milliards. Et on les a pas, je veux dire. On les a pas. On les a pas. Donc même en fouettant les malheureux Slovènes de la même manière, en allant chercher partout l'argent, pour le moment on l'a pas. Donc il faut trouver une mécanique incitative qui accroche et derrière. Pourquoi est-ce que deux remarques, pourquoi la Californie, c'est... J'en avais remarqué une chose. Voilà. Et deuxième sujet, l'Allemagne a été une immense puissance exportatrice industrielle avec 70 millions à l'époque, entre 60 et 85 millions d'habitants. Donc c'est un tout petit peu plus compliqué. Ok.